Écoutez, on est une petite quarantaine, je pense qu'on va pouvoir commencer, hein. Les retardataires rattraperont le train en route, hein. Donc d'abord, la bienvenue à tous, hein. Merci de votre participation à cette visio sur les reconnaissances alternatives de compétences, hein. Avec ce matin trois intervenants: Stéphane pour la FRESAT et la RAE, Alix pour la RSFP et l'AFPA, et Muriel pour le CIBC et les Open Badges. Alors bien sûr, c'est une première approche qu'on va vous proposer là, hein, ça va être assez succinct. L'intérêt est de que vous puissiez différencier les dispositifs, voir leur complémentarité et avoir les coordonnées des intervenants pour pouvoir par la suite mettre en place ces reconnaissances intermédiaires, hein. Euh, on a monté ça en collaboration avec Florence Charrier du PRIT, que je vais laisser dire quelques mots avant de donner la main à Stéphane pour la présentation de la RAE. Petite chose que j'ai oublié de préciser, je vous demanderai à tous de couper vos micros, hein. S'il y a des questions, bien sûr, on utilise en priorité le chat, hein. Et si besoin, moi, je vous interpellerai ou vous inviterai à prendre la parole, hein. Sachez aussi que toute la visio est enregistrée, hein. Donc toute la partie d'attente, là, au début, sera coupée au montage pour pouvoir être mise en ligne à l'avenir sur notre site et notre chaîne YouTube. Voilà, à vous, Madame Charrier. Merci Laurent. Juste quelques mots déjà. Bonjour à toutes et tous et merci voilà, de vous connecter ce matin pour ce temps de présentation sur les modalités de reconnaissance des compétences. Juste rappeler en fait que dans le cadre du plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés, donc le PRIT, on a un axe autour voilà, de la préparation à l'entrée dans la vie active, de l'accès à l'emploi et de l'accès à la formation aussi d'ailleurs. Et les partenaires ont souhaité travailler sur cette euh, ces éclairages en fait sur les différentes modalités de reconnaissance de compétences, puisqu'il y en a beaucoup en fait qui se côtoient aujourd'hui. Elles travaillent toutes voilà, à augmenter l'estime de soi, à permettre vraiment plus d'autonomie pour arriver, on l'espère, à plus d'employabilité des personnes. Et donc, on a travaillé avec Carolina aussi, ma collègue qui est présente, sur un livrable que vous aurez, qu'on diffusera dans quelques jours, je pense, peut-être 2 semaines, je pense maintenant, qui vous présentera chacune des modalités de reconnaissance de compétences avec des exemples d'établissements qui les ont mis en œuvre. Voilà. Et donc, plutôt que de lancer ce livrable comme ça dans la nature et de pas trop savoir comment il va être reçu et comment vous allez l'approprier, on a souhaité donc organiser un webinaire pour rencontrer au moins trois d'entre elles, celles que tu viens de présenter, Laure. Moi, Voilà. j'entends. Donc voilà. Et je laisse donc la parole à Stéphane pour rentrer dans le vif du sujet. Merci. Est-ce que c'est toi qui as Laurent, le PowerPoint? C'est toi qui l'ouvre ou pas? Non, 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 je préfère que ce soit toi et que tu gardes la main pour des questions de rythme aussi. Ok. Alors, excusez-moi, c'est pas ce que j'avais compris, mais c'est pas grave. Alors, du coup, le partage. Est-ce que tout le monde le voit bien? C'est bon? Oui, c'est Ok, bien. très bien. Donc, bonjour à tous. Stéphane Lusbock. Je suis le nouveau directeur de la Frézat Normandie depuis 15 jours. Bon, je connais bien la Frézat pour y avoir été investi par ailleurs précédemment. Donc l'objectif, effectivement, et ce que propose la Frézat, c'est la reconnaissance des acquis de l'expérience ou RAE. Alors, qu'est-ce que sous-entend la RAE? La RAE, c'est un dispositif de droit commun. Il est régi par un décret de 2009, du 20 mai 2009,
qui permet à chacun le développement des reconnaissances de compétences mobilisées dans l'expérience. L'objectif, c'était, dans le cadre de la formation des personnes accueillies dans les ESAT, c'était de leur permettre justement d'avoir un parcours et d'avoir une reconnaissance par rapport à ça. Le parti pris de la RAE, c'est quoi? La première des choses, c'est ce qu'on appelle la professionnalisation, à savoir valoriser l'identité professionnelle de la personne et des structures. Sur la question de l'éducabilité, c'est l'objectif d'être reconnu comme un sujet qui apprend, ce qui est parfois complexe dans les établissements ESAT ou anciennement CAT, comme on pouvait les nommer. Le sentiment d'exister, c'est la reconnaissance de compétences. C'est un vecteur identitaire. À partir du moment où on est reconnu dans ses compétences professionnelles, on a cette valorisation supplémentaire et ce sentiment de faire partie notamment d'une organisation. Alors quand on évoque l'organisation apprenante, c'est la question de construire des environnements. Qui dit RAE dit forcément nouvelle organisation, nouvelle modalité de fonctionnement. Il faut faciliter les apprentissages, il faut rendre plus autonome. Donc ça sous-entend que ça bouscule les organisations. Et puis enfin, l'accessibilité. La RAE, elle a été pensée de telle manière que les modalités de reconnaissance, et je ferai la présentation par la suite, et aussi les référentiels, sont à la mesure de la personne, c'est-à-dire qu'ils sont accessibles à tous. Quel que soit son niveau de connaissance, quelles que soient ses connaissances, que l'on soit lecteur ou pas, on est en capacité d'avoir accès à ça et à la RAE, et notamment aussi de pouvoir passer cet entretien de valorisation sur lequel je reviendrai. La RAE, dispositif national, qui à l'échelle nationale est piloté par différents et compétents réseaux. Et alors, différents et compétents réseaux, c'est à l'heure actuelle près de 900 établissements médico-sociaux, ESAT, IME. Alors, j'emploie les anciens mots parce que les IME, c'est DAM, les DAR et ainsi de suite. Les DITEP, des entreprises adaptées. Donc, c'est à peu près 900 établissements adhérents. C'est 19 collectifs régionaux avec un 20e qui est en train de rentrer dans le dispositif sur le Var et la Corse, enfin PACA et Corse. Et puis à l'échelle de la Normandie, ben, c'est la FRESAT Normandie qui relaie la RAE. Alors la FRESAT Normandie, association qui a été créée en 2012, qui à l'heure actuelle a 47 associations adhérentes sur toute la Normandie, qui a 80 établissements, un peu plus de 80 établissements adhérents quand je dis adhérents, c'est dans ce dispositif RAE, que ce soit des ESAT, que ce soit des IME, des ITEP, des entreprises adaptées. Et puis, ce qui représente à peu près 6900 personnes accompagnées dans les établissements qui ont la possibilité d'accéder à cette RAE. Voilà. La RAE, l'intérêt aussi, c'est qu'elle est sous l'égide de deux ministères depuis le démarrage, à savoir le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Agriculture. Ce sont deux ministères qui ont, dès le départ, soutenu cette démarche-là, et ce qui sous-entend qu'ils sont, et j'y reviendrai par la suite, ils sont investis très fortement dans la démarche. Ça veut dire aussi qu'ils participent au jury, ce qu'on appelle les entretiens de valorisation, et il y a des référents RAE dans ces ministères-là et dans toutes les délégations départementales ou régionales de ces deux ministères. Alors, c'est quelques mots, hein, c'est la RAE en quelques chiffres, ça c'est à l'échelle nationale, hein, c'est 29 métiers différents qui sont déclinés. C'est 24 000 personnes qui ont une reconnaissance de compétences depuis qu'elle existe. C'est 7 300 professionnels formés dans les établissements médico-sociaux. Et puis ce que j'évoquais là tout à l'heure, les 19 collectifs régionaux qui vont bientôt passer à 20. En quelques mots, mais je vais y revenir plus précisément en déclinant l'ensemble de ces étapes-là.
En quoi consiste la RAE? Des grandes étapes. La première des choses, c'est que c'est un investissement personnel soit du travailleur, soit du jeune. Ça sous-entend que les établissements sont aussi très investis. Et puis, on va retrouver différentes étapes, à savoir le positionnement sur le référentiel métier, la mobilisation des compétences, l'entretien de valorisation, les nouvelles perspectives. Et puis, qui dit reconnaissance des compétences, dit aussi une cérémonie qui permet de valoriser, au même titre que des remises de diplômes dans les universités ou dans les écoles privées, eh bien, une cérémonie qui permet à tout le monde d'être mis en avant. Donc, je vais décliner plus particulièrement l'ensemble de ces étapes. La première étape, c'est évidemment l'engagement de la structure. Ça ne peut se faire qu'à partir du moment où la structure souhaite s'engager fortement dans une démarche de valorisation. J'évoquais tout à l'heure le fait que ça bouscule forcément les organisations. Ça veut dire qu'il y a un engagement des directions qui est indispensable, et notamment des directeurs et des managers. Sans l'investissement de ces personnes-là, ça n'est pas envisageable. Et donc, pour ce faire, ça sous-entend que les personnes sont formées. Donc, les directeurs et les managers, tous les managers de transition, notamment, que ce soit des chefs de service, des adjoints de direction, directeurs adjoints, ont tous une formation de 2 jours qui leur permet de comprendre la démarche et surtout qui vont leur permettre de pouvoir avoir des éléments de compréhension pour pouvoir développer cette démarche-là dans leurs établissements. Ensuite, c'est forcément un engagement des professionnels à plusieurs titres. La première, c'est qu'on essaye d'avoir ce qu'on appelle des correspondants qui vont dynamiser, qui vont animer la démarche dans la structure ou dans les structures qui peuvent coordonner plusieurs structures et qui ont aussi une formation. Alors, c'est un peu une formation où sur 3 jours, ils apprennent comment la démarche se met en œuvre. Tout ce qui est le lien aussi avec le réseau différent et compétent, puisque tout est nationalisé, entre guillemets, donc il y a un site particulier. Et puis, 6 mois après ces 3 premiers jours de formation, les correspondants, ils ont ensuite une autre journée qui leur permet de pouvoir, on va dire, avoir des compléments d'information ou faire remonter un certain nombre de problématiques. Et ensuite, la FRESAT propose globalement chaque année une journée, ce qu'on appelle un comité de pilotage des correspondants à l'échelle de la région. Et puis le dernier maillon de la chaîne, forcément, c'est les encadrants, les accompagnateurs. Alors ça peut être des éducateurs, ça peut être des CIP, ça peut être des moniteurs. C'est eux qui vont accompagner la personne qui s'engage dans cette démarche de RAE. Et là encore, ils ont une formation, alors ça se fait sous la forme de 5 regroupements de 2 jours. Et dans le cadre de cette formation, alors c'est sur 6 mois, hein, ce qui permet de mettre en route, on va dire, une démarche de RAE, puisque dans le cadre de cette formation, il y a forcément l'accompagnement en direct de 2 personnes dont ils ont la charge. 2 jeunes, 2 adultes de l'entreprise adaptée ou de l'ESAT. Donc ça fait partie de ce travail qui se fait aussi pendant les formations, mais également en dehors des formations. Et puis ça débouche, ces 5 regroupements, donc ces 70 heures de formation, ça débouche sur une certification. L'étape 2, ben forcément, c'est le positionnement de la personne. Et là où il est important de faire le point, c'est on a beau expliquer la démarche, elle est présentée, elle est expliquée, mais c'est d'abord un acte volontaire du travailleur, du jeune, qui a envie de faire reconnaître ses compétences, qui a envie de pouvoir dire que les compétences, elles ont été validées. Alors, de quelle manière ça se passe lorsque ça a été expliqué? L'accompagnateur, il peut réexpliquer la démarche pour voir ce que ça sous-entend en termes d'investissement. Il y a un guide qui est remis au candidat.
Et puis l'accompagnant et le candidat regardent les métiers qui peuvent correspondre le mieux à ce que la personne elle fait au quotidien dans l'établissement. Pour bien montrer que ça n'est pas anodin de pouvoir, comment dire, s'engager dans cette démarche-là, le candidat il signe une lettre d'engagement avec le directeur et avec son accompagnant. C'est-à-dire que quand on s'engage dedans, c'est aussi un acte important. Ça sous-entend de prendre du temps pour, de s'investir dans cette démarche-là. Une fois que on va dire, cette première étape a eu lieu et que le référentiel métier sur lequel les personnes vont s'appuyer, le travailleur va s'appuyer pour faire reconnaître ses compétences, ça s'appelle le positionnement. Le positionnement, c'est quoi? J'évoquais le fait qu'il y avait 29 métiers à l'heure actuelle qui sont déclinés. Vous en avez un petit exemple. Ce sont les référentiels de métiers de droit commun. Et ces référentiels, ils ont été déclinés pour faire que des tâches qui sont complexes, comme là, d'optimiser, de tracer le débit des bois et dérivés, eh bien, alors ça parle à certains, ça parle pas forcément à tous. Et l'objectif, ça n'a pas été de déroger à la compétence, mais plutôt de voir de quelle manière elle pouvait être décomposée. Et c'est cette décomposition qui va permettre d'enclencher la RAE parce qu'une compétence complexe, il peut être parfois complexe ou compliqué de l'acquérir d'une seule fois. Par contre, on peut décomposer en tâches plus simples qui, elles, vont être potentiellement acquises de manière différenciée. Et donc, la première des étapes qui se fait sur le positionnement, c'est un auto-positionnement. Ça veut dire que c'est d'abord, alors bien sûr, si la personne a des difficultés de lecture ou ne sait pas lire, ça va se faire avec le moniteur, mais dans un premier temps, c'est d'abord le candidat qui se positionne. Et ensuite, le candidat fait un copositionnement avec son accompagnant. L'important, c'est aussi que ce soit la personne qui se rende compte des compétences qu'elle a. Et c'est ce copositionnement qui va être travaillé et qui sera présenté lors de l'entretien de valorisation. Ce que l'on peut remarquer, pourquoi il y a ces deux étapes? Parce que ce que l'on remarque assez régulièrement, c'est que les personnes sur l'autopositionnement, mais on le fait tous d'ailleurs, quand on nous demande ce qu'on sait faire, on est souvent en dessous de ce que l'on sait effectivement faire quand on l'explique. Donc l'objectif, c'est déjà que la personne elle soit en capacité de pouvoir comment dire, expliquer ce qu'elle sait faire. D'où cette importance de l'autopositionnement au démarrage. Une fois que ce travail il a été fait, j'ai évoqué tout à l'heure la question de l'accessibilité. Il y a un choix de modalité de l'entretien de valorisation, ou du jury, pardon, excusez-moi, je vais trop vite. Il y a 3 façons différentes de faire reconnaître les compétences qui sont adaptées à chacun. La première, c'est la modalité interne en situation de travail. La seconde, c'est la modalité externe, donc je vais rentrer dans le détail en dessous. Et la troisième, c'est la modalité de externe avec stage. Ça sous-entend quoi? La modalité interne, c'est je peux montrer, d'abord ça se fait en situation de travail, je peux montrer comment je fais sur mon poste de travail. Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais. Je vais. Les modalités externes, ce sont je peux expliquer mon activité à l'aide d'un dossier lors d'un entretien de valorisation. Ça veut dire que je vais être devant un jury et que je serai en capacité d'expliquer, de montrer en même temps, mais je ne suis pas sur mon poste de travail. Donc ça sous-entend aussi d'être en capacité de se présenter, de présenter les choses, donc d'être plus ou moins à l'aise à l'oral. Et la troisième de modalité, c'est la modalité externe avec le stage. C'est je peux comparer et adapter mes compétences à l'occasion d'un stage en entreprise. Ce stage, il devra faire 6 semaines. Ça peut se faire en 2 fois, ça peut se faire en 3 fois. Tout est envisageable. L'objectif, c'est toujours de parler de l'accessibilité et de l'adaptabilité.
On évoquait, alors en particulier pour les jurys externes et jurys externes avec le stage, mais il y a aussi un petit dossier de présentation lors du jury interne, c'est le dossier de reconnaissance de compétences ou ce qu'on appelle aussi le dossier de preuve. L'objectif, c'est de pouvoir synthétiser, d'avoir un support pour qu'il soit présenté, soit lors du passage sur le poste de travail, soit lors du passage devant le jury. Là encore, l'objectif, il est d'être adaptable et accessible. Ça veut dire que on peut le faire à l'ordinateur, on peut le faire de manière manuelle, on peut se faire aider. L'objectif, c'est que la personne, elle soit en capacité, d'abord, elle soit investie dans ce dossier de reconnaissance, mais elle soit aussi en capacité de pouvoir le présenter par la suite. Donc, si elle n'y participe pas, ça n'a pas de sens. L'entretien de valorisation que j'évoquais tout à l'heure, alors une fois qu'on a tout ce travail qui s'est fait potentiellement sur 2 ou 3 mois, on en arrive au bout de cette démarche-là de travail, de synthétisation des compétences, de préparation comment dire, à pouvoir le présenter. Donc, ce qui se fait très, très régulièrement dans les établissements, c'est de se dire, ça n'est pas simple pour chacun de pouvoir aller présenter soit sur son poste de travail, soit devant un jury. Je pense qu'on est très nombreux à avoir passé des examens et autres et d'avoir une présentation à l'oral à faire. Donc, ce que l'on conseille et là où on accompagne les moniteurs, c'est de dire qu'il est important que la personne, lorsqu'elle arrive devant le jury, à l'entretien de valorisation, elle soit à l'aise. Ça sous-entend de s'être, comment dire, entraîné en amont. Alors, c'est ce qu'on appelle les jurys blancs, hein, très souvent qui se font. Ça peut se faire avec un autre moniteur, avec quelquefois le directeur de l'établissement ou le cadre, et ainsi de suite. Mais c'est important que dans la démarche, une fois que tout a été fait, que le dossier est prêt et que la personne va pouvoir se présenter, que cet entretien il ait lieu. Une fois que toutes ces étapes-là ont été faites, les modalités de l'entretien de valorisation, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, modalité interne, externe et externe avec le stage. Ça sous-entend quoi? La première, modalité interne, on a dit que c'était en situation de travail. Ça sous-entend que ça se fait dans l'établissement, sur le poste. Et le jury, il est composé de 3 personnes. Le responsable du jury, c'est le directeur ou la directrice de la structure de l'établissement. Et puis, il y a 2 autres personnes. La première, c'est un autre moniteur ou un autre encadrant formé à la RAE d'un autre établissement. Mais c'est quelqu'un qui est du métier qui est présenté, forcément. Et puis, l'autre également personne qui est présente au jury, c'est un professionnel extérieur. Donc, c'est très souvent des entreprises qui sont des partenaires des établissements. Ça peut être le responsable d'une entreprise d'espace vert, ça peut être un responsable d'usine, ça peut être comment dire, un artisan avec lequel l'ESAT ou l'IME peut travailler. Mais c'est important de créer ce lien et d'avoir cette reconnaissance aussi de la compétence par quelqu'un qui est un professionnel dit du milieu ordinaire. Donc, ça sous-entend qu'il a un regard qui est autre, qui n'est pas médico-social au démarrage. Et c'est ce qui fait l'intérêt aussi de ce jury interne qui demande à être, alors là je prends ma casquette de directeur, mais demande à être développé dans les établissements médico-sociaux à l'heure actuelle. Modalité externe, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le dossier de preuve va être présenté et ça renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure, les jurys, les entretiens de valorisation se fait chez l'organisme valideur. Et l'organisme valideur,
c'est pas différent et compétent tout seul. C'est le ministère de l'Éducation nationale et c'est le ministère de l'Agriculture. Donc ça veut dire que les deux autres modalités d'entretien se passent chez l'organisme valideur. Alors ça peut être au rectorat, ça peut être à la DAVA, ça peut être dans les GRETA, là pour l'éducation nationale, et puis dans les centres de formation professionnelle agricole pour le ministère de l'Agriculture. Exemple, CFPPA de Vire pour ceux qui sont du Calvados. Et donc, dans les jurys, pour les modalités de jury externe, il y a deux personnes. Et le président du jury, c'est d'ailleurs le représentant de l'organisme valideur. Et il y a un directeur, une directrice ou un chef de service qui est formé à la RAE, qui participe aussi au jury. Ensuite, les modalités externes avec le stage, la petite différence par rapport au jury externe, c'est que j'évoquais le fait que la personne doit faire un stage de 6 semaines dans une entreprise, dans une collectivité, dans une PME ou autre. Et donc, participe au jury le tuteur du stage, ce qui va le permettre d'alimenter la réflexion, d'alimenter le débat sur la manière dont ça s'est passé, mais aussi le fait que de quelle manière la personne a adapté les compétences qu'il détient dans son environnement de travail au sein de l'établissement, de quelle manière il a été en capacité de les adapter. Voilà. Dans tous les cas, et dans toutes les modalités, le candidat, il est toujours accompagné de son encadrant. C'est indispensable. L'objectif, et là, ça renvoie à ce que l'on évoquait tout à l'heure, en termes d'accessibilité, mais c'est aussi en termes de facilité. Il faut que la personne, lorsqu'elle passe l'entretien, elle soit à l'aise, ce qui n'est pas toujours facile. Donc l'objectif du jury, c'est d'abord de créer les conditions, quelles que soient les modalités, pour que la personne soit en capacité de pouvoir présenter l'ensemble de ses compétences et qu'elle soit en capacité d'engager un dialogue. Donc, le jury est toujours bienveillant. Une fois que, alors, dans le cadre de cet entretien, il y a forcément un point qui est fait au-delà de la présentation. Hein, il y a un point qui est fait sur les compétences qui sont présentées. Et lors de cet entretien, si la personne potentiellement a expliqué un certain nombre de choses et que le jury estime que il y a une compétence que la personne a présentée mais qu'elle n'avait pas cochée dans le référentiel métier, le jury a la possibilité de pouvoir valider une compétence supplémentaire. Donc c'est un petit plus, ça n'est pas systématique, mais ça arrive assez régulièrement. Ça renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance très souvent à se sous-coter, entre guillemets, et que c'est important que le jury soit en capacité de détecter et de relever justement ces compétences supplémentaires qui ont été présentées. On ne s'arrête pas là, le jury n'est pas là uniquement pour valider des compétences, mais il est là aussi pour envisager la suite, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mise en perspective. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'est-ce que, à l'issue de cette démarche de RAE, qu'est-ce que la personne a comme projet? De quelle manière elle veut continuer à évoluer? L'objectif, ce n'est pas de s'arrêter là. Donc, de quelle manière, autour de quoi, autour de quelle thématique, soit en disant sur le même métier, j'ai envie d'aller au-delà, ou alors il y a des choses qu'il y a dans le métier que je n'ai pas du tout vues, et de fait, je souhaite valider de nouvelles compétences, voire j'ai déjà cette compétence dans ce métier, mais j'ai un autre métier parce que je suis à temps partiel sur telle mission et à temps partiel sur telle autre. Et donc, j'ai envie de passer une reconnaissance sur un autre métier. Tout ça, c'est envisageable. Mais c'est important que ce soit un moment nommé pour que ça rentre dans le projet professionnel de la personne, potentiellement. Voilà. Donc, dans le dossier de reconnaissance,
à la fin, il y a toujours cette mise en perspective pour aller plus loin. Et puis la dernière étape, bien sûr, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait que qui dit validation de compétences dit aussi attestation. Ces attestations, vous en verrez quelques-unes dans le petit film qui va passer. Ces attestations, elles sont justement validées par le valideur, Éducation nationale ou ministère de l'Agriculture. Elles sont signées par la FRESAT puisque c'est la FRESAT en Normandie qui pilote, et elles sont signées aussi par différents et compétents. Donc, pour certaines personnes, ça a le même sens que d'avoir un diplôme. Et vous verrez dans les témoignages que c'est le cas. Donc, tous les ans, la FRESAT Normandie organise une cérémonie de reconnaissance de compétences. Pour l'ensemble de la Normandie, cette année, la prochaine est le 7 novembre au Centre des Congrès à Caen. Donc ce sera la 12e remise et on va remettre 380 attestations sur l'ensemble de la région, donc ce qui est pas une petite remise. Je vous laisse voir le film. Apparemment, il a du mal à se lancer. Il a dû te l'ouvrir, Stéphane, dans une autre fenêtre qu'il faudrait que tu nous partages. Ah, attends. Il faut le partager dans une autre fenêtre parce que là, tu le vois pas? Personne ne le Non, voit? là, c'est figé, là. Ah, alors, comment Non, on le voit pas, mais après, on peut repartager l'écran autrement. Laurent, si toi tu l'as et que toi tu le partages, moi je peux pas partager l'écran, j'avoue. J'ai pas la possibilité. comment je peux faire Si tout le monde peut partager, là. Ok, eh ben alors je le partage dans ces cas-là parce que je suis dessus là. En espérant que j'ai le son. Parce qu'il ne me donne pas. Sinon, Zoom, il te demande si tu veux partager le son de l'ordinateur. Est-ce que vous avez le son? Non. Vas-y, clique. Non, on l'a pas. Vous ne l'avez pas. Parce que en fait, je n'ai pas le. Je sais qu'il y a un endroit qui permet de cocher pour dire je veux le son sur l'ordinateur, mais là, il ne me l'affiche pas et je ne sais pas pourquoi. Alors, mais Je vais peut-être recommencer. parce que vous êtes en train de partager votre écran. Et pourquoi alors, dans ce cas-là? Ah, ça y est, partager l'audio. C'est bon, ça s'est affiché. D'accord. Bon. Donc, c'est OK. C'est OK. Bon, Hop. j'arrête de chercher, alors. Est-ce que c'est bon? Vous l'avez là? Il n'a pas d'image. J'ai plus d'image. Non, ça marche pas. Moi, j'ai toujours la présentation de Monsieur Dubosc. Ben oui, C'est parce figé. que ce qu'il faut, c'est que j'arrête. C'est figé. Oui, et Florence, toi, ce qui se partage, c'est un PowerPoint. C'est pas la vidéo. Bah, c'est embêtant. Alors, Voilà. j'ai arrêté mon partage d'écran. Donc là, tu partages. Donc, je recommence du coup? Oui, et du coup, Ok. il faut que tu choisisses bien ton Ah, onglet normalement, là, Internet. je suis dessus. Oui, c'est bon. Ok. Et là, tu peux cliquer et tu peux même le mettre en plein écran. Je suis très fier de ma fille. Et puis je remercie les éducateurs, les moniteurs, parce que sans eux, on serait bien démunis. Alors aujourd'hui, c'est une cérémonie de remise de reconnaissance des compétences. Donc c'est la 10e. Ce sont des travailleurs qui ont validé des compétences professionnelles
et qui viennent recevoir leur reconnaissance. La reconnaissance des acquis de l'expérience, c'est un dispositif qui est mené par différents et compétents réseaux, par le ministère de l'Agriculture et par le ministère de l'Éducation nationale. L'objectif, c'est quoi? À partir d'un référentiel métier, c'est de valider les compétences professionnelles d'un travailleur. C'est lui qui se positionne et lorsqu'il a travaillé son dossier et qu'il s'est positionné sur ses compétences, eh bien, il vient le présenter devant un jury. Alors, soit le jury se déplace sur son poste de travail, soit il vient déposer et présenter un dossier devant un jury. L'objectif, il est double. Le premier, au travers du fait de valider les reconnaissances, il y a la question de la confiance en soi. Ça, c'est déjà important. Puis la deuxième des choses, c'est de valoriser ces compétences-là. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de valoriser au travers d'une cérémonie? D'abord, on est avec ses autres collègues, on est avec sa famille, avec ses proches, et c'est important de pouvoir montrer qu'on a atteint ces nouvelles compétences-là. Cette cérémonie, elle est particulière dans le sens où ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas réunis du fait du Covid sur le plan régional. Et donc cette année, on a volontairement fait une cérémonie un peu grandiose où on a 470 reconnaissances de compétences qui sont distribuées entre ce matin et cet après-midi. Et comme effectivement il y a énormément de monde, il y a plus de 1400 personnes aujourd'hui, on a été obligé de faire ça dans 2 amphithéâtres. Donc il y a un amphi là de 500 places, il y en a un autre de 700 et toute la journée c'est la fête. Honnêtement, ouais, ça fait plaisir. Je m'attendais pas en tant grandeur pour ce diplôme-là. On m'avait beaucoup parlé de différentes compétences, de tout ça, sans vraiment connaître. On m'a proposé, donc j'ai dit ouais, tant qu'à faire, on va essayer. Ça me fait un diplôme en plus et c'est aussi pour prouver que voilà, c'est pas parce qu'on a des difficultés, c'est pas parce qu'on a un handicap et quoi que ce soit qu'on peut rien faire. Justement, c'est le concret aussi que je veux prouver et que la plupart des personnes qui sont là, qui veulent aussi prouver, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est incapable justement. Donc ça, c'est un truc important à préciser. Donc moi, je suis éducateur à l'IME de Granville. Je m'occupe d'un atelier menuiserie où on découvre l'apprentissage du travail par la menuiserie. Moi, c'est mon 4e que j'emmène. Mon rôle, en fait, c'est de les rassurer. Je pense que mon travail à moi, c'est de les rassurer, de leur faire gagner en confiance, de leur montrer que finalement, ils ont plein de compétences. C'est juste de mettre justement des mots sur les compétences qu'ils ont et donc de se rendre compte que finalement, le métier, ils le connaissent et à force de travailler, ils sont capables de montrer tout ce qu'ils savent faire et que c'est important pour eux. Ah oui, je suis fière d'aller là. Je relève les températures des frigos, je mets les plats dans les gastros et je fais la mise en place, le service, la plonge. Je suis contente de moi parce que je viens d'arriver même pas 2 ans à l'ESAT de Saint-Étienne et puis j'ai réussi. À bientôt sur tvie.tv. Donc, juste 2 mots encore, si vous me le permettez, plus pour dire que, effectivement, la valorisation, elle est importante. Ce type de cérémonie contribue à la démarche. Et puis, je vous l'expliquais tout à l'heure, on a le sentiment que c'est un vrai diplôme quand on voit le document qui est remis. Et c'est aussi important, ça contribue à la valorisation. Voilà. Merci de votre écoute. Ouais. Tu as dû être très très clair parce que j'ai aucune question sur le chat. Donc Voilà. si quelqu'un a une question, c'est le moment de prendre la parole. Non, rien de particulier? J'aurais une question. Je voudrais savoir quelle est la formule qui est le plus souvent choisie pour valider que ces compétences entre les 3 que vous avez présentées. Alors, le plus grand nombre, c'est très souvent le jury externe avec stage. Le jury externe, pardon. L'entretien de valorisation externe. C'est globalement, si on avait des ratios à faire, ce serait
À peu près 60% de jurys externes avec stage, 25 ou 30% de jurys internes, et puis 10% de jurys externes avec stage, parce que pour se sentir en capacité de faire cette dernière modalité, il faut aussi se sentir en capacité de pouvoir effectuer un stage, de pouvoir quitter l'établissement et d'aller effectuer ce stage dans une entreprise, dans une collectivité ou autre. Et donc, très souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes ont déjà fait une autre reconnaissance de compétences avant de s'engager dans une reconnaissance de compétences avec stage. Voilà. La plupart du temps, on a très peu de personnes, mais il y a aussi des publics qui évoluent, avec des compétences différentes et autres qui arrivent dans les établissements. Donc, il y en a certains qui accèdent très rapidement à des jurys externes, des modalités avec le stage. Grand merci. Est-ce qu'il y avait autre chose? J'accompagne des jeunes exclusivement vers le milieu ordinaire, donc j'organise des stages. Oui, avec alors on eux. a Rodolphe Breton qui nous demande quelle reconnaissance de la RAE par le milieu ordinaire. Bah, j'aurais le même genre de questions. Alors, il n'y a pas que la question de la RAE, il y a la question de la reconnaissance des compétences. La RAE, c'est un dispositif qui est adapté pour pouvoir reconnaître les compétences. Donc, quand on arrive avec un dossier de reconnaissance, avec un dossier de preuve sur lequel on a validé un certain nombre de compétences, que c'est passé ensuite au niveau d'un valideur, bah forcément, l'employabilité, elle n'est pas la même dans le milieu ordinaire. Ça facilite les choses. C'est surtout aussi que ça permet à la personne de montrer à un potentiel employeur, ou pour faire du stage ou autre, ce qu'il est déjà capable de faire. Donc, la RAE, ça n'est pas une VAE, on n'accède pas à un diplôme, par contre, on reconnaît ces compétences-là, et c'est un élément supplémentaire d'employabilité pour un certain nombre de travailleurs, mais même des jeunes qui ont fait lors de l'IME ou de l'ITEP, quand ils arrivent chez un potentiel Vous voyez ça avec elle? futur employeur, ça facilite grandement les choses. Super, très bien. Bon, bah, écoutez, Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, pas vraiment en ce qui me concerne mon service. Je travaille dans un service en milieu ouvert, je ne travaille pas dans un ESAT, je ne travaille pas dans un IME et j'oriente les jeunes vraiment vers des employeurs de droit commun. Est-ce que du coup, cette RAE, sachant que je ne suis pas formée, ma direction non plus, est-ce que c'est possible de mettre en place cette RAE au sein de l'entreprise si on voit que ça fonctionne bien, que le jeune est là déjà en stage depuis un mois, 2 mois, il y a quelque chose qui s'engage, mais histoire de certifier quelque chose au sein de l'entreprise avec cet employeur. C'est Maud. C'est tout à fait envisageable, et j'ai un exemple qui permet de moi, ça va bien. présenter ces modalités-là. Dans le cadre de l'emploi accompagné, à l'heure actuelle, on a des entreprises sur lesquelles les chargés d'insertion ou les conseillers emploi accompagnés ont des personnes qui sont dans des entreprises. Là, on est plutôt dans ce qu'on appelle le maintien dans l'emploi, mais on pourrait très bien être dans la partie inclusion, insertion. Et en fait, les entreprises ont demandé à justement valider les compétences. Et donc, on a des personnes qui se sont inscrites dans cette démarche de RAE en formant un accompagnant dans l'entreprise, ce qui est totalement envisageable. Et ce qui permet de pouvoir justement réfléchir en même temps, on est dans de l'organisation apprenante, là, ça veut dire que en même temps, ça permet de se re-questionner sur l'organisation du travail, sur les tâches qui sont confiées, ainsi de suite. Donc ça marche, et on a des exemples justement de personnes dans le maintien dans l'emploi qui sont sur l'emploi accompagné. Il y a une entreprise sur Falaise, notamment Tartefrais, qui a travaillé autour de ça, et il y a un premier travailleur qui a validé. Donc il n'est pas en ESAT, lui. Donc ça fonctionne. D'accord, merci.
Autre question de Mélanie qui, a priori, viendrait d'une structure d'insertion par l'activité économique. Parmi les personnes qui s'engagent dans le parcours de RAE, combien vont jusqu'au bout? On va dire 90%, 95%, 90%, sans aucun souci. Ce qui va faire, potentiellement que la personne ne va pas aller jusqu'au bout, c'est arrivé. Les modalités de jury n'étaient pas les bonnes. Les modalités de l'entretien de valorisation, en fait, c'était les gens étaient partis, et le travailleur et la personne étaient partis sur un entretien externe et c'était trop, c'était trop complexe. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième, c'est que la RAE, elle se fait aussi avec des personnes en situation de handicap et il y a certaines périodes en fonction de la pathologie du handicap et autres, où il est plus ou moins facile de pouvoir travailler dans cette démarche-là. Et les entretiens de valorisation, ils sont rythmés à raison de 2 campagnes par an. Une qui se fait au mois de janvier, une qui se fait au mois de février-mars et une autre qui se fait au mois de juillet. Du coup, ça peut rater pour une campagne de jury. Très souvent, quand même, la personne, elle se relance sur une autre campagne par la suite. Donc, il y a énormément de personnes qui vont jusqu'au bout, hein, du coup. D'accord. Et est-ce qu'il y a des prérequis type notification RQTH à avoir impérativement Alors, c'est vrai qu'au départ, la RAE, elle a été, je parlais du décret du 20 mai 2009, elle a été créée pour ça. Mais on est en train de regarder à l'heure actuelle pour déployer la RAE sur d'autres dispositifs et notamment des personnes qui sont en très grande précarité. Donc la question de l'inclusion et de la reconnaissance des compétences, elle n'est pas exclusive aux personnes en situation de handicap. Donc non, il n'y a pas, à l'heure actuelle, beaucoup ont une RQTH notamment parce qu'ils sont dans un établissement médico-social, mais on pourrait l'ouvrir à tout un tas d'autres personnes. Et une question de la mission locale, est-ce qu'ils peuvent essayer plusieurs fois? Et comment on fait pour intégrer le dispositif RAE? Se rapprocher de la FRESAT et puis on voit de quelle manière. Il n'y a jamais lors d'un jury, parce que tu évoquais la question de la validation, il y a toujours les compétences qui sont validées, puisque c'est la personne qui les présente, c'est la personne qui les a proposées. Donc un jury, à l'opposé d'un jury de diplôme, par exemple, ou de certification, on peut avoir qu'une partie du diplôme. Ça existe. Là, ça n'est pas possible. Les compétences qui ont été présentées, le jury estime que la personne, elle les a, parce qu'elle est en plus en capacité de les présenter. Donc, on ne revient pas, on ne retire pas des compétences. On est plutôt, par rapport à ce que j'évoquais, à en rajouter. Donc ça, c'est cette première partie. Et puis, j'ai oublié la seconde. Je suis désolé. Est-ce qu'ils peuvent essayer plusieurs fois? Oui, bien sûr. Bah oui, parce que l'objectif, si quelqu'un veut aller jusqu'au bout du référentiel métier, potentiellement, il peut y aller en plusieurs, 2 ou 3 reconnaissances sans aucun problème. Autre question, ça se met à arriver là, hein. On va même probablement devoir écourter un petit peu. La RAE conduit-elle vers la formation pour valider les compétences avec un titre ou un diplôme pour une meilleure reconnaissance qu'attendent souvent les entreprises au-delà de la RAE? Alors, d'expérience, la RAE, c'est souvent une première étape pour pouvoir déclencher d'autres choses. À savoir, à partir du moment où dans le métier, on a validé un certain nombre de compétences au travers de la RAE, on se sent plus à l'aise et donc on se sent en capacité d'aller chercher d'autres choses. Donc, ça sous-entend que des travailleurs qui ont fait une RAE, que ce soit en externe ou externe avec le stage potentiellement, ça peut les amener, et ça les amène pour certains, à enclencher un CAP, un CQP,
ce type de certification qui, là, sont des diplômes professionnels. Mais les employeurs sont très attentifs quand même au fait que même la RAE permet de pouvoir montrer, effectivement, de pouvoir montrer que la personne a des compétences. Donc même s'il n'y a pas le diplôme, ça permet d'engager quand même des choses. Ok, je suis navré, Stéphane, de devoir Non, mais rompre. J'ai partagé à l'écran les coordonnées de la Fresat de manière à ce que l'ensemble des participants puissent vous contacter et approfondir le sujet. Hein, j'avais bien parlé d'un premier niveau d'information. Là, on va faire un petit peu de place pour les copains. Bien sûr. Et on peut dire que oui, le PowerPoint sera disponible sur le site, Laurent, parce qu'il y a cette question. Oui, et donc oui, voilà, ça c'est rassure. ce que je viens de voir. Et vous aurez le livrable du PRIT aussi, où on a vraiment intégré des illustrations pour vous montrer comment concrètement ça peut être mis en œuvre par les établissements. Donc voilà, vous avez le bon contact avec Stéphane, et vous aurez un livrable et vous aurez le diaporama. Voilà. Je vois qu'Alix est dans les starting blocks. Donc Alice, je te laisse la parole. Merci Stéphane. Faut que tu actives le son. Ouais, alors faut que en fait, je gère sur 2 écrans, donc résultat, c'est pas forcément, enfin voilà. Mais c'est bon, normalement, vous voyez mon écran et moi, je vous vois un peu quand même, donc c'est déjà pas mal. La RSFP, donc, qui est un dispositif, alors vous allez voir, il y a certaines choses qui vont être similaires, hein, notamment dans tout ce qui est philosophie, le principe de valorisation, etc. Enfin voilà, là-dessus, je me suis tout à fait retrouvée dans le discours de Stéphane. De toute façon, je pense que c'est l'objectif premier, hein, quoi qu'il arrive. Donc la RSFP, ça veut dire reconnaissance des savoir-faire professionnels et donc un dispositif qui est porté par l'AFPA au niveau national. Petit préambule avant de commencer en tant que tel, l'AFPA est connue comme organisme de formation. Néanmoins, c'est également, nous avons tout un service en fait d'ingénierie, de construction des référentiels des titres professionnels, donc mandaté par la DGEFP. Je le dis parce qu'en fait, c'est sur cette compétence-là que va s'appuyer la RSFP. Donc, c'est sur un fondateur, hein, pour reprendre ce que disait, enfin voilà, ça va dans le même sens de ce que disait Stéphane. L'idée de base, c'est de permettre aux personnes de pouvoir accéder facilement au système traditionnel de validation, de faire reconnaître leurs compétences en situation de travail. Il est vrai que tout ce qui est certification, ça passe souvent par une moulinette un petit peu stressante de formation, puis après d'examen, de dossiers professionnels, de tout ça, etc. Et ça peut freiner certaines personnes pour pouvoir le faire, notamment les problématiques qui peuvent être en lien avec des problèmes d'illettrisme ou de difficultés à l'oral. En tout cas, le principe de base, c'est de permettre de valoriser les compétences acquises, pas de former pour, hein. On est vraiment sur la valorisation des compétences qui sont déjà acquises. Parce que c'est pas parce qu'on stresse ou qu'on est en difficulté face aux certifications traditionnelles qu'on n'a pas de compétences, tout simplement. Ça permet également d'envisager de nouvelles perspectives d'évolution. Alors après, ça c'est très variable d'une personne à l'autre, hein. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant là-dedans, c'est que l'idée c'est de valoriser la personne, de lui permettre de rebondir, d'avancer dans son parcours, quelle que soit la suite du parcours, qu'il soit en lien avec les compétences validées ou non. Également, ça peut être d'acquérir un premier niveau de qualification et de créer une passerelle vers un titre professionnel. Les compétences validées dans le cadre de la RSFP sont identifiées par rapport à des référentiels. Je vous expliquerai ça après. Ces référentiels sont liés, entre guillemets, au titre professionnel correspondant. Ça ne valide pas des parties de titre professionnel. Par contre, ça peut tout à fait réduire des temps de parcours de formation parce que les compétences ont déjà été validées par la RSFP. L'idée, c'est vraiment donc de rendre accessible aux personnes dont vous avez la charge pour avoir une autonomie professionnelle et donc sociale.
Le dispositif, il est quand même, il vient de 1999, donc du siècle dernier. Il est apparu dans l'Ain, en fait, suite à la réflexion de cette structure IME, IMPRO, Institut de rééducation, qui souhaitait valider la compétence des personnes au sein de leur établissement. Donc, il y a eu toute une réflexion qui a été faite sur comment faire, etc. Et donc, c'est en 2001, avec donc l'AFPA, qu'ont eu lieu les premières sessions de validation avec les jurys. Le bilan avait été donc très très positif. À ce moment-là, donc il y a une ouverture à d'autres structures, les ESAT, ah oui, ça je vais encore oublier, les entreprises adaptées, les SAE, les SIAE, sachant que la DGEFP, donc le ministère du Travail, a, a également posé sa patte en fait pour confirmer la validation des référentiels qui sont utilisés dans le cadre de la RSFP. Et donc, l'ouverture, évidemment, se fait au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous en sommes à 32 référentiels, 32 métiers. Puis, à partir de là, ça s'est développé partout en France. En Normandie, nous avons été peut-être un petit peu plus lents, car ça a démarré en 2018. 2018 avec un démarrage qui était plutôt prometteur et puis qui a été légèrement arrêté en 2020. Tout le monde a cette date en tête. Et nous avons donc repris depuis 2022 la dynamique de déploiement de la RSFP sur la Normandie, notamment grâce à une expérimentation avec Chantier École, donc via plutôt les SIAE et les chantiers d'insertion, mais avec une ouverture évidemment à d'autres structures. Je vous les exposerai tout à l'heure. Quand on parle du public qui peut bénéficier de la RSFP, donc nous avons les salariés des entreprises adaptées, les personnes qui sont en milieu protégé en ESAT, mais également les jeunes sortant de l'éducation spécialisée, IME, IMPRO, et ITEP, et donc tous les salariés des structures de l'insertion par l'activité économique, principalement ACI-EI, mais suivant l'organisation des structures, ça peut être également des AI ou des ETTI. Alors là, j'ai déjà une question. Est-ce qu'on peut envisager une extension aux sortants d'Ulysse Éducation nationale, tout simplement? Alors, j'ai eu un contact avec une personne, alors c'était un petit moment, je vais renvoyer un mail, mais dans un premier temps, il faudrait passer par une expérimentation, parce que pour le moment, c'est pas envisageable tel que c'est fait. Néanmoins, en parlant avec les pilotes au niveau national, l'idée était plutôt intéressante et de pouvoir trouver un terrain d'expérimentation. Tout simplement pour pouvoir mesurer les modalités, voir si elles peuvent s'adapter ou non par rapport au dispositif. Mais en tout cas, voilà, ça a déjà été réfléchi et il ne faut pas hésiter à revenir vers moi parce que terrain d'expérimentation, je suis tout Pas à de fait ouvert. problème, on en reparle. Les objectifs du dispositif, donc ça va un peu avec les finalités, hein, s'engager donc dans un parcours d'évolution, une dynamique pour les personnes, dynamiser donc le parcours d'insertion en justifiant de ses compétences vis-à-vis d'un employeur. Tout à l'heure, on parlait de comment réussir à valoriser les compétences. Les compétences identifiées et validées par la RSFP sont tout à fait, enfin pareil, il y a une attestation, j'y reviendrai, mais en tout cas valorisable sur un CV. Et donc de s'engager dans un parcours de formation certifiante, comme je l'évoquais tout à l'heure. La démarche privilégie l'accompagnement, la montée en compétences, la valorisation de la personne en reconnaissant ses progrès et ses acquis, le sens du travail par la réflexion des tâches à accomplir, pas simplement le geste, hein, mais aussi du qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, je fais ça, et les liens donc avec les entreprises en s'entourant d'un réseau de professionnels. On parle de réseau. La RSFP ne peut pas fonctionner sans un réseau. Là, il va y avoir une grande différence de modalité par rapport à la RAE. L'intégration dans le dispositif RSFP passe par la formation d'une personne au sein des structures, à minima, une première personne. Cette personne, donc, suivra une formation pour devenir référent RSFP. On est sur les profils plutôt d'encadrant ou moniteur d'atelier, mais en fait, l'important, c'est surtout la maîtrise de compétences techniques en lien avec les référentiels utilisés ou utilisables dans la structure. Cet encadrant porte le dispositif. Si l'encadrant quitte la structure ne reste pas dans le dispositif. C'est vraiment la présence de l'encadrant qui fait que les salariés ou les usagers des structures peuvent bénéficier de la RSFP. Donc, l'encadrant de la structure engagée dans la RSFP aura deux rôles. Un rôle d'accompagnant concernant les personnes, les salariés qui l'encadrent, qui souhaitent s'engager dans la démarche,
mais également un rôle d'évaluateur, parce qu'il pourra, il devra, ou il pourra au choix, être évaluateur dans une autre structure pour un candidat qui sera accompagné dans une autre structure, avec aussi son référent accompagnateur. Donc en gros, on a toujours besoin d'avoir ce binôme sur les mêmes compétences, hein, sur les mêmes métiers, pour pouvoir en fait travailler, être l'accompagnateur de la structure A, évaluateur de la structure B et inversement. Donc, les encadrants techniques, les référents formés à la méthodologie AFPA constituent le réseau de professionnels que j'évoquais tout à l'heure. L'AFPA, là-dedans, nous, on assure donc la formation des référents, mais également l'animation et la coordination du réseau. Dès qu'un référent a un candidat, il m'en fait part, et soit il a déjà son binôme bien identifié, il peut être directement en contact avec lui, soit ça peut passer par moi pour créer des contacts avec d'autres, des nouveaux, par exemple, qui peuvent intégrer récemment, enfin, qui ont pu intégrer récemment le réseau. L'AFPA assure également le suivi des dossiers et l'appui technique et administratif. Le dispositif s'organise autour de 4 étapes. L'inscription du candidat sur les activités d'un métier avec l'aide de sa structure, l'entretien avec le référent du dispositif appartenant à une autre structure, donc le référent évaluateur, l'épreuve de validation devant un jury constitué de professionnels et la remise de portefeuille de compétences. Excusez-moi. Hop. En ce qui concerne l'inscription du candidat sur les activités d'un métier, là, on est vraiment sur la première étape. Donc, soit le référent va être moteur auprès de ses salariés pour expliquer en fait ce qu'est la RSFP et identifier les personnes qui seraient intéressées, ou alors directement les salariés viennent voir le référent accompagnateur pour s'inscrire dans cette démarche-là. À ce moment-là, donc sur la base de référentiels, ils vont identifier les compétences qui serviront, donc qui vont pouvoir être validées dans le cadre de la démarche. Donc la deuxième étape, on parlait de l'entretien avec le référent, nous parlons d'entretien de positionnement. L'entretien de positionnement se fait uniquement avec le référent évaluateur. Le référent accompagnateur est présent, mais pas dans l'entretien en lui-même. En fait, il accompagnera le candidat, mais il ne sera pas présent dans l'entretien. Cet entretien a un double objectif et demi. Le premier objectif, c'est vraiment de pouvoir créer le lien entre le référent évaluateur et le candidat, afin de limiter le stress et de pouvoir en fait montrer dès cette étape-là la notion de bienveillance, mais également d'exigence. L'objectif, ça reste quand même d'être exigeant sur la validation des compétences, mais en tout cas de montrer au candidat la bienveillance pour essayer de limiter au maximum le stress que peut générer cet entretien et cette démarche de manière plus générale. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir reprendre les compétences qui ont été identifiées avec le référent accompagnateur et que le candidat puisse, face au référent évaluateur, exposer, finalement préciser, expliquer son quotidien, en tout cas ce qu'il sait faire par rapport aux compétences qui sont identifiées. On va se baser, et ça fait partie du contenu de la formation, sur les techniques d'explicitation, de ne pas être simplement dans une description de la compétence, mais vraiment d'emmener le candidat à se mettre en situation dans sa tête. Je suis face, je prends l'exemple de l'espace vert par exemple, je m'apprête à tondre une parcelle. Quelles sont les différentes choses que je vais faire? Je suis en train de me voir, je vais prendre la tondeuse, la mettre sur le côté, enfin c'est comme si j'y connaissais quelque chose. Mais en tout cas, c'est pour vous expliquer. À l'issue donc de cet entretien, il y a également un point donc, qui est fait sur les étapes suivantes. La validation commune, la confirmation commune des compétences qui seront à valider lors de l'étape 3. Et donc de pouvoir continuer la démarche. L'étape 3, donc l'épreuve de validation, se fait toujours dans un environnement connu du candidat. Encore une fois, dans cette notion d'éviter au maximum le stress, là, on est vraiment sur la personne qui est capable de montrer les savoir-faire, les gestes techniques, sans générer en fait une pression du fait d'être dans un environnement inconnu. Donc, soit c'est son lieu de travail habituel, soit c'est un autre lieu de travail, mais dans lequel il aura pu s'entraîner.
L'épreuve de validation donc se fait devant un jury composé donc du référent évaluateur que le candidat connaît déjà et d'un jury professionnel donc du milieu ordinaire. À peu près les mêmes profils que ce qu'évoquait Stéphane, hein. Que ce soit donc des personnes qui sont en partenariat avec la structure, des communes, des entreprises privées, enfin voilà, des commerciaux, enfin voilà. Après, l'important c'est que ce soit le référent évaluateur, le référent accompagnateur ou le jury pro, il soit en maîtrise des compétences identifiées dans le cadre du référentiel du métier. Une fois l'épreuve de validation réalisée, donc il y a un débriefing qui est fait, puis le candidat, une délibération qui est faite, et après il y a un débriefing qui est fait avec le candidat, et il a directement l'information des compétences qui sont validées. Et dans le cas où des compétences ne seraient pas validées, le candidat, évidemment, donc le jury explique, hein, donne des conseils, etc. Et le candidat peut tout à fait les repasser dans un second temps. Il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit, de timing. Enfin. Puis la quatrième étape, c'est la remise de portefeuille. Alors, l'organisation est un peu différente, mais l'esprit est le même. L'idée, là, c'est vraiment de pouvoir, à un moment précis, transmettre au lauréat une attestation de compétences ainsi qu'un portefeuille de compétences. Nous essayons dans le maximum des cas d'intégrer, en tout cas d'inviter un représentant des dettes du département du candidat pour remettre l'attestation et le portefeuille. Car encore une fois, cette notion de validation et j'ai perdu le terme, c'est dommage. On va rester sur la validation de la DGEFP, donc les représentants, les dettes sont locaux, pour pouvoir remettre donc officiellement l'attestation et le portefeuille. Au niveau timing, ces 4 étapes-là, ça peut être très, très, très variable. Il m'est arrivé dans des structures qui sont, donc, qui sont dans le dispositif depuis pas mal de temps, à partir du moment où la personne est identifiée, si la personne est déjà prête, les compétences déjà, enfin voilà, que la dynamique ne demande pas de temps de préparation, ben, l'entretien et l'épreuve de validation, le plus long, en fait, c'est de réussir à trouver une date commune entre le jury professionnel, le référent évaluateur et moi. Mais en soi, ça peut se faire dans les 3 semaines. Et à l'inverse, si le candidat a besoin de plus de temps, eh ben, on peut tout à fait, entre l'étape 1 et l'entretien, prévoir 2-3 mois avec enfin, voilà, un temps d'accompagnement nécessaire pour le candidat. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. La petite contrainte, ce serait qu'entre l'entretien et l'épreuve de validation, il y ait maxi 15 jours pour éviter donc un trop long délai entre les deux. La remise de portefeuille aussi, ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça, c'est au cas par cas. En tout cas, il faut que ça ait toujours lieu. Je l'ai expliqué hein, tout de suite, le jury donc, est composé d'un professionnel issu d'une entreprise, d'une collectivité, soit en activité, soit qui a quitté son métier depuis moins de 5 ans. Le référent RSFP, donc de l'autre structure. Le jury doit être impartial. Il y a une délibération qui est faite et la restitution, comme je l'évoquais. La validation, l'évaluation doit se faire de manière objective et donc s'appuie sur un référentiel dans lequel il y a donc des grilles d'évaluation. Ces grilles d'évaluation permettent d'avoir des critères objectifs et d'avoir vraiment une validation qui soit précise et en lien avec le geste professionnel. Éviter le... Il a l'air bien ce petit. Ça ne fait pas partie normalement des critères d'évaluation. Donc, les référentiels sont construits spécifiquement pour la RSFP. Dans le cadre des référentiels qui sont construits pour les titres professionnels, la maille de validation, c'est le certificat de compétences professionnelles qui est composé de plusieurs compétences. Dans le cadre de la RSFP, il y a vraiment une volonté d'aller à la maille compétences. Donc, pour créer les référentiels, ils sont créés à partir d'observations en situation, d'échanges avec les professionnels du secteur, aussi les contenus des titres professionnels, hein, toujours en lien lorsqu'on est sur des métiers communs, et l'identification donc de plusieurs compétences en lien avec ce métier-là. Lorsque le candidat choisit de s'intégrer donc dans le dispositif RSFP et identifie les compétences, il n'a aucune obligation à avoir validé la 1 et la 2 pour faire la 3.
S'il veut faire la 6, la 2, la 19, ça ne pose absolument pas de problème. S'il veut en passer qu'une dans un premier temps, pas de problème. S'il veut en passer d'autres par la suite, enfin voilà, il y a vraiment une adaptation complète et totale, aucune contrainte en tout cas à ce niveau-là. L'objectif est vraiment de pouvoir laisser la personne avoir la main de son parcours de validation. Donc, il y a 2 référentiels par métier. Un référentiel emploi qui définit l'emploi et qui décrit chaque activité, et un référentiel d'évaluation dans lequel il y a donc les critères de performance et les critères d'évaluation. Ils sont construits donc selon les principes d'ingénierie AFPA que j'évoquais en tout début de présentation. Le référentiel d'évaluation permet également donc de définir les mises en situation professionnelle, les conditions de mise en œuvre et la grille d'évaluation. J'ai oublié dans le cadre du jury l'épreuve pratique, mais ça va avec les mises en situation. L'idée, c'est que les candidats, le jury ne va pas être là pour observer un candidat sur une journée normale, en fait. Il y a un scénario d'évaluation qui va être construit par le référent accompagnateur sur les bases de ce que le candidat fait au quotidien, mais sur une durée qui va être sur maxi 1 heure, 1 heure et demie, pour que le jury puisse observer l'ensemble des compétences identifiées par le candidat sur cette période. Par exemple, si on reste sur l'espace vert, s'il y a de la tonte, on ne va pas tondre un champ complet, ce sera juste du 5 par 6 ou je sais pas, enfin, juste un morceau. Oui, Laurent? J'ai une question, Alix, de la part de Nathalie de la mission locale. Combien de référentiels métiers sont ouverts à la RSFP? 32 pour le moment. Mais on continue à en construire. Là, je suis en plein en train d'en construire le 33e pour un référentiel sur la vente en e-commerce. Mais je vais vous présenter la liste tout à l'heure des métiers qui sont des référentiels existants. Ok, merci. Pile poil en fait. Voilà la liste. Donc là, je vous présente les 32 référentiels qui existent. Encore une fois, il y en a qui sont retravaillés, hein, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont plus vus que d'autres, qui sont mis à jour, d'autres qui sont créés. Là, je vous parlais par exemple du référentiel que je suis en train de travailler avec le service d'ingénierie, donc autour du métier de la vente e-commerce. Et là, c'est pas de titre correspondant pour info. Ça peut, enfin voilà, il y a eu un besoin qui a été. Alors, les référentiels sont créés à partir des besoins remontés par le terrain. Donc là, en l'occurrence, c'était la Croix-Rouge en Seine-Maritime qui a évoqué donc ce besoin-là parce qu'ils font de plus en plus de ventes e-commerce. Pour que nous puissions engager les démarches de création de référentiels, il nous faut un deuxième besoin évoqué dans une autre région. C'est le cas en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. J'ai un doute, c'est pas très grave. Et donc là, on a été donc ma collègue de Nouvelle-Aquitaine et moi pour faire les observations, sachant que moi j'ai fait les observations dans 2 sites différents, une entreprise adaptée, une librairie solidaire à Flers, et donc le maillon normand qui est porté donc par la Croix-Rouge à Barentin. J'ai une question de Raphaël qui est en ESAT. Quant à mettre en débat avec Stéphane les complémentarités de vos 2 dispositifs. Je ne Alors, suis pas convaincu que ce soit le bon moment parce qu'on est je pense déjà pas pas. en avance. Déjà, alors, 2 choses. Je pense que ça, c'est une question qui est totalement essentielle. J'ai fait une présentation de la RSFP dans une structure qui fait partie, qui est rentrée dans le dispositif RAE. Et c'est vrai que, alors, je ne connaissais pas d'où l'intérêt que j'ai eu ce matin à écouter Stéphane, parce que je ne doutais pas d'une complémentarité, hein, notamment en termes de modalités, de mise en œuvre, etc., de type de structure, et puis aussi de personnes, hein, je pense. Mais en tout cas, lorsqu'il concerne donc la structure auprès de laquelle j'ai présenté la RSFP, donc ils avaient leurs échanges entre eux en disant ah oui, donc pour telle personne je verrais plutôt la RAE, puis pour telle personne je pense que ce serait plutôt la RSFP qui serait intéressant. Enfin, il y avait vraiment en fait une volonté de s'adapter en disant voilà, il y a les 2 dispositifs qui ont chacun des avantages pour certaines personnes, des avantages pour d'autres. Enfin, mais cette question de complémentarité est très, très intéressante. Mais je vais peut-être finir la présentation.
Dans mes notes, là, moi, je le résumais pour faire des raccourcis, hein, mais par le fait que la FRESAT s'appuie sur l'éducation nationale et le ministère de l'Agriculture, alors que vous, Ah, vous nous, c'est le appuyez ministère sur du le Travail. ministère du Travail. Ça, c'est vraiment, je pense, la logique de validation de référentiels, etc., va vraiment être influencée par ces ministères, en fait, et par leur certification correspondante. Comme on peut faire un écart entre un titre professionnel en espace vert et le CAP paysager. Enfin voilà, il peut y avoir déjà ce premier élément. Donc en tout cas, en Normandie, comme je vous disais, hein, c'est assez récent, parce que malgré tout, on a réellement commencé depuis 2021, 22. Donc, on a aujourd'hui 24 structures qui constituent le réseau, 37 référents formés. Vous voyez, hein, c'est plutôt dans toute la Normandie. Hein, on est quand même plutôt représenté dans tous les départements. Donc, on a quand même une majorité de chantiers d'insertion du fait de l'expérimentation avec chantier école. Néanmoins, nous avons intégré récemment enfin, non, pas récemment, la première structure à s'être engagée en 2018 dans la Normandie, c'est un ESAT, hors les murs avec l'AXEA. Mais en tout cas, donc, on a complété une des entreprises adaptées et également donc, un ITEP IME et potentiellement un deuxième, ça ne devrait pas tarder. Et une entreprise d'insertion aussi. Nous avons une première SIAE hors chantier d'insertion également avec une entreprise d'insertion qui a intégré cette année. Au niveau du financement, l'animation du dispositif fait par l'AFPA est financée au titre de ses missions nationales de service public. Donc, tout ce qui est gestion des dossiers, accompagnement des candidats, etc., et animation du réseau, tout ça n'est pas financé donc, par les membres du réseau, mais par la DGEFP. La formation, en revanche, des référents, elle, c'est un financement dit privé, donc soit par les OPCO, les plans de développement de compétences, enfin, voilà. Mais il n'y a que finalement la formation qui dure 5 jours non consécutifs, qui doit être pris en charge à titre hors État, en fait. En conclusion, le dispositif s'intègre facilement dans la vie de la structure, aussi bien en termes d'organisation que de ressources mobilisées. Il y a vraiment cette notion de, une fois que les personnes ont intégré, une fois que les référents ont intégré la RSFP dans le cadre de leur accompagnement, on voit bien en fait que ça devient un outil d'accompagnement intégré, complet en fait. La première forcément demande un petit peu de temps, mais après la dynamique qui rentre en œuvre fait que c'est quasi transparent, plus les bénéfices qu'il peut y avoir. La RSFP s'inscrit comme une étape dans le parcours de la personne et lui permet d'envisager les perspectives d'évolution. À titre d'exemple, une des dernières remises de portefeuille que nous ayons fait, est-ce que je vais réussir à avoir sur les deux d'ailleurs? Peut-être pas. Il y en a une, donc on avait 8 lauréats. Sur les 8 lauréats, il y en avait 6, donc on n'était que sur de la SIAE. Il y en avait 6 qui étaient en emploi classique, hors insertion, et 2 qui avaient vraiment une dynamique. Il y en a une qui a obtenu son permis, alors que c'était vraiment compliqué, et la seconde qui était plutôt dans un stress de ne pas être capable d'eux, et qui, suite à la RSFP, a engagé et a obtenu son code, sachant que la remise de portefeuille s'est fait très peu de temps après sa validation, donc les choses ont pu encore évoluer depuis. Donc il y a une vraie dynamique. D'autant plus, on a aussi beaucoup de cas où le professionnel qui vient pour le jury va derrière proposer des missions, des contrats. C'est pas rare du tout que ça se produise. Est-ce que j'ai le temps de présenter la vidéo ou pas? En timing, j'ai peur qu'on soit un peu court. Ça dépend si elle est très longue. 5 minutes. D'autant que là, j'ai une question qui arrive. Pour la RAE comme pour la RSFP, les deux systèmes reconnaissent-ils les compétences transversales nécessaires pour un employeur? Alors, en ce qui concerne la RSFP, pour le moment, non. Nous avons une réflexion en cours, c'est pour ça que j'ai hâte aussi d'entendre Muriel, par rapport à l'utilisation des open badges et de pouvoir adosser des open badges à la RSFP, notamment sur les compétences comportementales et transversales. Là, vraiment, cette année, il y a un travail qui est fait donc, sous forme d'expérimentation pour voir comment intégrer ça, parce que comme la RSFP se base sur l'évaluation à un instant T, l'observation à un instant T sur les compétences comportementales, c'est plus compliqué en fait. Donc, à voir comment réussir à intégrer
Voilà. Est-ce que le référent accompagnateur aurait un rôle d'évaluateur sur le sujet? C'est pas la philosophie de base, mais est-ce que c'est envisageable? Enfin voilà. Il y a ce sujet-là qui est en cours pour pouvoir travailler là-dessus. Tout à fait. Je complète? Vas-y. Ouais. Alors, dans les référentiels qui sont déclinés au niveau de la RAE, là non plus, il n'y a pas de compétences transversales en tant que telles sur le comportement, la posture au travail et ainsi de suite. Néanmoins, il y a un autre dispositif qui s'appelle la RAE RecTech qui justement décline des référentiels autour de ces compétences transverses. Et donc, quelqu'un qui est formé à la RAE peut continuer en tant qu'accompagnant, formé accompagnateur à la RAE, peut continuer à se former aussi via le RecTech. Et c'est ce qui permet de pouvoir avoir des compétences qui sont autres, relationnelles ou autres. L'objectif était de ne pas axer uniquement sur la partie travail. Et c'est pour ça que ce référentiel RecTech a été travaillé. Voilà, donc ça existe, c'est en cours de déploiement, mais ça n'est pas incorporé directement à la RAE tel que je l'ai présenté tout à l'heure. C'est un dispositif complémentaire. Et vous aurez la présentation de ce dispositif dans le livrable, en fait. Donc, voilà, vous pourrez du coup voir aussi comment ça s'articule entre RAE et RAE RecTech. Alors, deux questions que je vais enchaîner, et ce seront les dernières avant qu'on passe la main à Muriel. Euh, à partir de quel âge les jeunes peuvent intégrer ces deux dispositifs? 16 ans pour ce qui est de la RSFP. La même chose. Pareil pour le... Ouais. Et est-ce que la Frézat forme au RecTech? Oui. Oui. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci Alix. Hein. Et comme j'estime que j'ai assez travaillé, je repasse la main à Florence Charrier pour la suite avec Muriel. Voilà, mais donc je donne la parole à Muriel Moujard du CIBC qui va nous présenter les Open Badges. Est-ce que vous voyez bien le bon écran? Parce que je jongle avec deux écrans, même trois. Est-ce que c'est bon? Vous avez le diaporama? Oui. Ok. Et donc Muriel, eh ben, c'est à toi. Super, merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai pas assisté au début des interventions et notamment j'ai un peu loupé la phrasade. Je m'en excuse. Merci Alix pour cette superbe transition dont je vais pouvoir m'emparer. Donc juste deux mots de présentation. Donc nous, on travaille essentiellement sur ce qu'on appelle la reconnaissance non formelle et ouverte. Donc badge numérique, mais je vais vous parler avant tout quand même de reconnaissance puisque ce qui est important en plus, c'est évident ce matin que c'est important de distinguer la reconnaissance formelle de la reconnaissance non formelle. Et il y a quelqu'un qui a posé la question de la complémentarité. Donc là, la question, elle se pose tout à fait, bien entendu. Il ne s'agit pas de se poser en opposition, mais d'interroger la complémentarité entre les deux formes de reconnaissance. Donc, je suis directrice du CIBC Emploi Conseil, qui comporte le labo CIBC, et on travaille sur la reconnaissance depuis que c'est arrivé, enfin, sur la reconnaissance non formelle depuis que c'est arrivé en Normandie, c'est-à-dire en gros depuis 2017-2018. On a travaillé avec plein de structures et avec Florence ces derniers temps sur le dispositif OBRO, ce qui nous a fait un peu rentrer dans le type de structures qui sont présentes ici. Et nous, ça nous a beaucoup intéressé parce que c'est posé la question de l'accessibilité. Je vais en reparler plus tard. Forcément, travailler avec les jeunes missions locales, etc. Bien entendu, il y a la question de l'accessibilité qui se pose, mais avec vos publics, voilà, ça se pose de façon beaucoup plus prégnante. Voilà, Florent, je veux bien que tu passes. Alors, la reconnaissance non formelle, en fait, ça a commencé à émerger en France et à prendre forme en Normandie. Donc, cocorico quand même, sur ce point de vue-là. On est regardé, c'est l'Open Epic bientôt, c'est l'événement international de la reconnaissance non formelle à Paris le mois prochain, en début novembre. Les anglo-saxons viennent voir ce qu'on fait en France et notamment en Normandie sur cette question. Je le dis parce que souvent, c'est l'inverse. Donc, quand même, de temps en temps, il faut un
petit peu montrer en quoi on peut être en avance. Et ça a démarré dans la Convention de Bologne en 2016. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais ils ont posé des principes d'action. Donc en fait, contrairement à ce qui vient d'être présenté, c'est vrai que ce que je vais vous présenter, c'est beaucoup plus flou. C'est pas un système qu'on va venir poser sur une structure, c'est vraiment de la co-construction, puisqu'il s'agit de partir de l'expérience, de l'objectif, de l'intention pédagogique de chaque structure, voire de chaque apprenant. Donc forcément, il n'y a pas un truc qui est clé en main, et vous verrez, il n'y a pas de référentiel, notamment. On a beaucoup parlé de référentiel ce matin, et ben là, il n'y en a pas. Donc les grands principes de la reconnaissance non formelle, c'est déjà, mais là je pense qu'on partage avec les collègues, on se base sur l'expérience vécue, c'est-à-dire c'est pas, on n'interroge pas les connaissances, on interroge vraiment les compétences, s'il s'agit de voir les compétences. On peut aussi interroger l'engagement, par exemple, ou l'appartenance à une communauté, mais dans tous ces cas-là, on est bien dans l'expérience. Voilà. On n'est pas dans du quiz, ok? Deuxième principe d'action qui est important, je trouve, à asséner, parce que pas forcément si évident pour tout le monde, et il est toujours important de le rappeler, c'est que on va accorder de la valeur au sentiment de compétence de la personne. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, dès lors que la personne elle est en capacité de présenter ses compétences, on estime qu'elles sont acquises. Voilà, on n'a pas forcément de vraiment, enfin nous en tout cas, dans la reconnaissance non formelle, il n'y a pas véritablement d'évaluation des compétences, ni de l'engagement, ni de quoi que ce soit qu'on veut reconnaître. On accorde de la valeur au sentiment de compétence de la personne et sa capacité à s'engager dans le développement de ses compétences. On dit un peu rapidement, mais c'est, je trouve, une belle idée, la reconnaissance précède la compétence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir identifier les compétences d'une personne si on se dit qu'elle n'est pas capable. Et si la personne elle-même se dit, finalement, je ne suis pas en capacité, dites-moi si je suis compétent ou pas, parce que je ne suis pas en capacité, moi, de le déterminer. Donc, on va déjà reconnaître cette personne dans cette capacité. La personne doit aussi nous reconnaître en tant qu'interlocuteur légitime pour travailler sur cette question de la compétence. Donc, on part bien de la reconnaissance pour aller vers la compétence. Et deuxième chose, et c'est là vraiment troisième, je ne sais plus compter. Troisième élément, et c'est vraiment là où on va voir la différence, et encore une fois, la complémentarité, et pas l'opposition, avec les systèmes, les dispositifs qui viennent de vous être présentés, c'est qu'on va être véritablement sur les compétences individuelles, pourquoi pas les compétences collectives, mais il n'y a pas de référentiel. C'est seulement après qu'on va éventuellement, du coup, dans une approche stratégique, se rapprocher d'un référentiel. Ok, on va l'illustrer, ça sera peut-être plus évident, mais du coup, c'est vraiment repartir de la notion de compétence qui est bien un savoir-agir reconnu, mais il y a bien l'action et il y a bien la reconnaissance qui est présente. Voilà, Florent, je veux bien que tu passes au slide suivant. Donc parce que je savais que j'allais succéder à des dispositifs de reconnaissance non formelle, donc juste pour voir l'intérêt de cette complémentarité, forcément, lorsqu'on part de quelque chose qui est de référentiel, notamment référentiel métier, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une idée très, très précise tout de suite de l'attendu. L'attendu pour aller bosser sur tel ou tel poste, l'attendu de l'entreprise ou l'attendu d'un certificateur si l'objectif, c'est d'avoir un diplôme. Là, l'idée, c'est que on va pas du tout partir d'un attendu, on va partir de l'expérience, c'est-à-dire rentrer dans une analyse réflexive. C'est des grands mots, bien entendu, ça mérite beaucoup d'accompagnement, mais rentrer dans une analyse réflexive qui va me permettre d'identifier les compétences telles que je les mets en œuvre dans l'expérience. Et c'est seulement après ça que je vais éventuellement, si je le souhaite, me rapprocher d'un référentiel. Du coup, ça permet quoi? Ça permet d'identifier éventuellement des compétences qui sont rares. On a parlé de soft skills à l'instant. Ça va permettre de parler de compétences transversales. Ça va permettre également de parler de compétences du quotidien. C'est-à-dire, on n'est pas forcément en situation de travail, on vit des choses tous les jours. Et là déjà, c'est déjà de travailler ce sentiment de compétence, de dire, tous les jours, on mobilise des compétences. Tous les jours, je prends le bus, je parle à mon voisin. Tout ça, c'est de la compétence. Et c'est important de le conscientiser, notamment
pour les personnes qui ont tendance à dévaloriser leurs compétences parce qu'ils n'ont pas d'expérience professionnelle, parce qu'ils se sentent en incapacité par rapport à quelque chose. Voilà, donc vous voyez bien par rapport à vos publics l'importance que ça peut avoir. Du coup, vu on part pas d'un référentiel, on parle, nous, alors on est très adepte des discours d'André Chauvet et tous les mouvements sur le développement du pouvoir d'agir. On va parler d'une carte des possibles, c'est-à-dire au fur et à mesure, j'identifie mes compétences. Finalement, individuellement ou collectivement, je crée mon propre référentiel et c'est sur cette base-là que je vais pouvoir analyser finalement qu'est-ce qui est possible pour moi et quelle est ma stratégie. C'est-à-dire effectivement, il me manque peut-être des compétences, eh bien je vais aller les chercher, mais ça fait partie des possibles. OK? Et du coup, et ce qui me semble vraiment le plus important, on n'est pas d'emblée dans une analyse des écarts. C'est-à-dire, il y a un référentiel, il faut que j'y colle. Du coup, forcément, on est sur quelque chose de négatif. C'est-à-dire, je regarde le référentiel, ça j'ai ou ça j'ai pas. Mais du coup, on va forcément focaliser, c'est normal dans le cadre d'un développement de compétences, sur l'écart et il va falloir combler des écarts. Donc, c'est quelque chose d'assez négatif. Là, on va être à l'effet inverse. On va être sur la valorisation du potentiel individuel, c'est-à-dire on va regarder uniquement ce que j'ai. Donc, il n'y a rien de négatif, c'est que du positif. J'ai plein de compétences. Et en gros, l'idée, c'est qu'il va falloir identifier toutes ces compétences. Et encore une fois, bien entendu, une fois que j'ai bien ce sentiment de compétence et ce sentiment de contrôle que je peux avoir, notamment sur le développement de mes compétences, eh bien, je vais pouvoir passer à l'étape suivante qui est de, OK, bah maintenant, je me sens en capacité. Alors, bien entendu, tout le monde n'a pas besoin de cette étape, hein, mais pour les personnes les plus fragiles, ou en tout cas, celles qui ont le moins ce sentiment de compétence, ça les arme pour aller chercher quelque chose qui leur paraît peut-être plus compliqué et notamment la confrontation à un référentiel et pourquoi pas un référentiel métier. Mais effectivement, ce que disait Alix, c'est pertinemment également, c'est-à-dire de toute façon, évaluer en contexte les compétences transversales, c'est super compliqué parce que savoir s'adapter dans une situation, c'est pas la même chose que de savoir s'adapter dans une autre. Et du coup, sur ce qu'on appelle assez rapidement les soft skills, la reconnaissance non formelle est beaucoup plus outillée, beaucoup plus adaptée que de partir sur un référentiel. Le RECTEC existe effectivement, mais c'est quand même assez compliqué à manier. Voilà, Florent, je veux bien, parce que déjà, je pense que tout le monde est en train de partir et il faudrait laisser un temps pour les échanges. Donc, en gros, très concrètement, alors, bien entendu, vous avez compris, il y a plein de possibilités puisque de toute façon, on monte le dispositif au regard du public, de la structure, de l'intention pédagogique ou stratégique de chacun. Donc, on est dans la co-construction, il n'y a pas de kit, voilà. Mais en gros, la façon dont ça se déroule, déjà, il faut une situation. Alors là, j'ai mis une situation de travail, mais ça peut être une situation de vie en structure, par exemple. Voilà. Mais il faut une expérience. Donc cette expérience, elle peut exister. Ça peut être aussi une expérience qu'on va proposer. Nous, par exemple, on travaille sur les lieux de la reconnaissance. Ces lieux proposent des expériences. Nous, on a un tiers-lieu dédié à la ludopédagogie. On va pouvoir identifier les compétences qui sont mobilisées dans le cadre de jeux. Donc, c'est une expérience un peu fictive, finalement. Voilà, on travaille avec des Fab Labs, etc. Donc, l'expérience, ça peut être une expérience de la personne, mais ça peut être aussi une expérience qu'on va créer exprès pour. Ensuite, il y a une grosse phase d'accompagnement. Alors déjà, on l'a vu, hein, nous, on apprécie fortement lorsqu'il s'agit de monter un dispositif de reconnaissance, de co-construire avec les personnes. C'est-à-dire, c'est eux, c'est les salariés ou les personnes qui participent à l'expérience qui vont pouvoir nous dire quelles compétences ils ont mobilisées. Et c'est sur cette base-là qu'on va construire le dispositif de reconnaissance. C'est ce qu'on apprécie. Ensuite, une fois que le dispositif de reconnaissance est créé, de toute façon, il y a de l'accompagnement. On a parlé tout à l'heure, le mot a été prononcé de réflexivité. Dit comme ça, c'est vite dit, c'est juste un mot, hein. En vrai, accompagner des personnes à être en capacité réflexive par rapport à une expérience vécue,
bah, c'est pas une mince affaire, ça s'accompagne, il faut qu'ils comprennent ce que c'est que la réflexivité, etc. Il y a des outils, enfin, voilà. Donc il y a cette partie sur l'accompagnement. Il y a aussi l'accompagnement à comprendre ce qu'est la reconnaissance non formelle, parce que c'est pas évident. On est tous avec des pratiques un peu classiques de, bah oui, le diplôme, les référentiels, machin. Là, il faut qu'on arrive à donner de la valeur à cette reconnaissance non formelle, ce qui est pas forcément évident pour les personnes, mais alors surtout pour les professionnels, voilà, et qui ont leurs habitudes et leurs pratiques. Il y a l'accompagnement également, bien entendu, aux pratiques numériques. Voilà, puisque si on veut aller au badge numérique, bah, faut rendre accessible le numérique. On peut s'en passer aussi. On n'aura pas toutes les possibilités de la reconnaissance non formelle, mais on peut tout à fait se passer dans ce que je vous présente. Ce qui est important, c'est la reconnaissance non formelle, c'est pas le badge numérique. Voilà. Mais effectivement, le badge numérique nous donne accès à des choses aussi assez intéressantes. Voilà. Donc, une part d'accompagnement, co-construction, réflexivité, numérique. Enfin, voilà, ça fait beaucoup de choses. Aussi, il va falloir renseigner ce badge, donc des éléments de preuve. Donc, ça peut être aussi un accompagnement à comment je présente mes éléments de preuve, quels mots je mets. Donc là, on passe par du dessin, de l'audio, du texte, en fonction des publics, en fonction de l'intention. Seulement après, effectivement, on va demander la reconnaissance. Donc c'est une démarche volontaire. Si on passe par le badge numérique, c'est un formulaire de demande de badge. Je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais c'est un formulaire de demande de badge où en fait on peut demander à la personne de mettre du texte, de mettre un lien vers quelque chose, un dessin, on s'en fout. Mais dans le cadre de OBERO, par exemple, il y a eu aussi tout un travail sur un petit dossier d'éléments de preuve papier. Voilà. Encore une fois, l'important, c'est pas le badge numérique, hein. Vraiment, c'est que la personne arrive à mettre des mots et du coup développer son sentiment de compétence et le sentiment de contrôle sur sa situation. Si on arrive à faire des badges numériques, l'intérêt du badge numérique, c'est que du coup, ça va être un réceptacle de la reconnaissance. Dans le badge, on peut mettre ce qu'on veut. Et c'est là où ça a tout son intérêt, c'est qu'on va pouvoir le faire circuler. Déjà, il va pouvoir voyager entre différentes expériences. On parlait de soft skills. Je sais m'adapter. Ce genre de compétence, elle a de la valeur seulement si je suis en capacité de voir en quoi je sais m'adapter dans des contextes différents, plus ou moins complexes. Voilà, on ne va pas reprendre les écrits de Guy Loboterf, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est on a une compétence que si on sait la mobiliser dans des contextes différents, on peut considérer qu'elle est acquise et que ces contextes sont de difficultés plus ou moins importantes. Donc, ce qui est intéressant, c'est, si je prends un exemple du badge d'adaptation, bah, je vais pouvoir montrer que j'ai su m'adapter parce que le bus était en retard. Et j'ai su appeler pour prévenir de mon retard, des choses comme ça, mais aussi m'adapter dans une situation de travail parce que la machine était en panne, mais aussi, etc. Et c'est ça qui va faire la valeur de ce badge et de cette compétence surtout, bah parce que dedans, je vais avoir des éléments de preuve dans des contextes différents avec des situations plus ou moins complexes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un réceptacle qu'après je peux partager. Alors, à plus ou moins grande échelle, toujours pareil, ça dépend de l'intention pédagogique et stratégique des personnes. Ça peut être simplement avec mes collègues de l'atelier qui vont pouvoir eux aussi dire, ah bah oui, effectivement, Marcel, c'est lui qui a su réagir quand la machine était en panne, voilà, voir plus ses affinités, mais aussi avec bah, le chef d'atelier, avec des entreprises dans lesquelles j'ai réalisé des stages, etc. Voilà. Donc en gros, donc ça, c'est ce qu'on appelle les endossements, c'est-à-dire chacun va pouvoir témoigner effectivement de ma compétence. Je finirai là-dessus. L'idée, c'est que la valeur de la reconnaissance non formelle, elle ne tient pas en la légitimité de la structure qui remet la reconnaissance. On a parlé à l'instant ministère du Travail, ministère de l'Éducation nationale. Là, il n'y a pas une structure, une institution légitime. C'est la qualité de la documentation de mes compétences et la qualité des endossements que j'ai obtenus, le parcours de reconnaissance que j'ai fait suivre à ce badge, qui vont donner de la valeur à ma reconnaissance. Donc, personne n'évalue.
voilà, et en même temps, tout le monde évalue, tout le monde reconnaît. Voilà. On ne parle pas d'évaluation, on parle plus de reconnaissance. Vous l'avez compris, j'arrête pas de le dire. Mais encore une fois, et je finis là-dessus, on est vraiment dans la complémentarité, c'est-à-dire, on l'évoquait là à l'instant, à côté d'un dispositif de reconnaissance formelle que les gens souhaitent, parce que ils ont envie d'avoir des choses qui sont reconnues par l'État, par le ministère du Travail ou de l'Éducation nationale, c'est tout à fait légitime. À côté de ça, on peut mettre en place un dispositif qui va venir reconnaître les compétences qu'ils ont à côté par ailleurs. Ou alors, pour certaines personnes, c'est avant d'aller sur un dispositif de reconnaissance formelle qui est parfois un peu éloigné pour eux, on va passer par ce type de dispositif qui permet de. Alors, je tiens ce discours parce que je sais que dans vos structures, on peut avoir ces cas-là. J'aurai un discours tout à fait différent, mais pour le même dispositif. Quand je le présente à des entreprises, clairement, là, l'idée, tout le monde a besoin de reconnaissance non formelle. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse tout reconnaître, c'est-à-dire pas seulement par rapport à la fiche de poste, mais par exemple l'engagement dans l'entreprise, etc. Ces badges numériques, ce n'est pas le diplôme des pauvres, quoi, hein. C'est pas le diplôme de ceux qui n'en ont pas. C'est vraiment aller reconnaître des compétences qui ne sont pas reconnues par ailleurs, ou on parle beaucoup de compétences que c'est le sujet, mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est reconnaître des engagements, par exemple les engagements dans le développement durable, etc. Ou alors, et là, c'est le badge que j'ai mis en exemple, une étape. Nous, ce badge, on l'utilise j'ai une entreprise d'insertion, dans notre entreprise d'insertion, c'est la personne qui dit qu'elle est prête à prendre le poste en autonomie. Et dans le badge, finalement, ce qu'on va lui demander, c'est d'avoir une approche réflexive de pourquoi elle se sent prête et pourquoi elle se sent prête, malgré quand même le fait qu'elle n'a pas toutes les compétences et c'est normal. C'est-à-dire l'idée vraiment de dire réfléchis à ce passage de la situation d'apprentissage à une situation de prise de poste. Ok, tu sais pas tout, mais tu es prêt quand même. Voilà. Et conscience de ça, et que du coup, ça veut dire qu'on apprend sur la durée. Voilà. La connaissance, c'est jamais, et la compétence, c'est jamais acté. Voilà, on continue à apprendre tout au long de la vie. Et néanmoins, il faut un minimum pour se sentir prêt. Est-ce que tu as ce minimum qui est du domaine de la compétence, mais aussi du domaine du ressenti? Voilà, je me sens prêt. Voilà, nous, c'est un badge qu'on aime beaucoup et qui marche carrément bien. Voilà, je m'arrête là pour laisser un petit peu de chance des échanges s'il y a des gens qui sont restés après l'heure. Oui, il y a encore 40 personnes, Muriel. Super, j'ai pas cette vision, je me disais, mon Dieu, ça se trouve, ils sont tous en train de partir parce qu'ils ont un autre rendez-vous. On a perdu 6 connexions et voilà, elle rattrape. Bon, c'est bon, c'est bien, c'est Merci bien. beaucoup pour cette présentation. Voilà, du coup, on a un petit peu de temps. Je vous remercie Absolument, pour pour échanger. d'éventuelles questions. Voilà. Et donc, sur la dernière diapo, il y a tes coordonnées, mais de toute façon, vous recevrez donc le diaporama. Donc, Alors, mes j'arrête le coordonnées partage. et aussi mon profil Open Badge Passport, parce qu'on n'a pas parlé technique, mais c'est aussi une façon, pourquoi pas, de découvrir ce que sont les badges. Voilà, on essaye d'être congruent dans notre structure. Donc, j'ai un profil Open Badge Passport. Alors, bien entendu, qui ne ressemble absolument pas à un profil de personne qui sera en recherche d'emploi, par exemple, hein. Voilà, vous verrez. Je vous laisse découvrir ce qu'il y a sur mon profil Open Badge Passport. Je fais du teasing. Merci beaucoup, Muriel. Alors, j'ai pas de questions du tout sur le chat, donc si vous voulez profiter de la présence de Muriel pour lui poser quelques questions, c'est le moment. Je sais qu'on a déjà débordé, hein, Ah ben oui, oui, c'était sûr, mais voilà. c'est que le sujet est intéressant. Je pense que Muriel a été très claire. Ou bien il faut le temps d'intégrer cette présentation d'une modalité qui est peut-être moins connue, en fait. Je ne sais pas à quel point justement c'est pas connu. Je sais pas. Tiens, à main levée, puisqu'il y a pas mal de caméras. Ouais, Est-ce que c'est tout nouveau ou est-ce que alors, pour qui c'est complètement nouveau, qui avait jamais entendu parler de reconnaissance non formelle, de badge numérique, etc. Je vois pas de main levée. Donc en fait, tout le monde en avait une petite connaissance à peu près.
Alors, ce que je fais, c'est que je mets dans le chat le lien vers ce que l'on a modélisé de notre expérimentation du projet Héros dont tu as parlé, Muriel, qui permettra, voilà, pour vous de voir un peu comment ça a pu être appliqué pour un IME de l'heure, notamment. Et quand tu parlais d'engagement, on a effectivement travaillé sur un badge qui était mon engagement dans le CVS, enfin le fait d'être délégué, en fait. Donc, c'est un badge qui dit « Je suis délégué ». Et qui n'est pas je suis délégué CVS pour que ça puisse être proposé à tout le monde. Et que quand on est délégué, il y a des compétences transversales que l'on met en œuvre et qui sont valables pour n'importe quel délégué. Je te laisse la parole, Muriel. Oui. Alors, j'ai pas forcément connaissance, je réponds à la question de Raphaël, j'ai pas forcément connaissance de toutes les choses qui ont été mises en place. Je sais qu'il y a certains ESAT, en tout cas, qui se sont intéressés à la question, les ESAT du pré de la bataille, notamment. Je sais pas du tout où ils en sont. Mais en tout cas, enfin, nous, c'est récemment, en fait, c'est avec OBRO qu'on s'est intéressé à ces structures-là. Nous, on a beaucoup bossé plutôt avec les structures d'insertion par l'activité économique, ce qui est enfin, voilà, c'est pas tout à fait un ESAT, mais en termes de process, c'est un peu la même chose. Et c'est vrai que pour certains, alors, le badge numérique, c'est un outil, on en fait ce qu'on veut. Donc, pour certains, ils ont utilisé le badge numérique pour faire de la reconnaissance formelle, en fait. Ils sont basés sur leur référentiel et ils ont finalement évalué les compétences, etc. Et c'était souvent un mixte, en fait, reconnaissance formelle, reconnaissance non formelle. Voilà, on a beaucoup travaillé, nous, avec plutôt des structures d'accompagnement, parce que étant nous-mêmes structures d'accompagnement, c'est un peu par là qu'on était... Oui, effectivement. Après, on peut faire des bêtises avec les badges. Donc, il y a quelqu'un dans le truc qui dit, voilà. Donc ça, ce badge, c'était un badge pour les réunions avec la région Normandie, parce que, dernière information, les badges de reconnaissance non formelle peuvent être reliés à des badges de reconnaissance non formelle du conseil régional. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, un badge, eux, ils ont un badge de communication. On s'est battu et on a gagné avec la région Normandie pour que la région Normandie ne vienne pas poser un catalogue de badges sur le territoire, mais fasse une sorte de lien entre les badges donnés par les structures des territoires avec leur catalogue de badges. Donc, nous, par exemple, notre entreprise d'insertion, quand on remet le badge communication à un de nos salariés, il obtient automatiquement le badge de la région Normandie. Ça, c'est fortement apprécié par les usagers parce qu'ils aiment bien avoir des badges où c'est quand même marqué quelque chose de super légitime dessus, Conseil régional de Normandie. Et en plus, on travaille avec la région de façon à ce qu'à un moment donné, ces badges-là puissent être pris en compte dans les prérequis, par exemple, pour entrer en formation, ou puissent être vraiment considérés par les entreprises. Après, il y a tout un travail. On travaille depuis longtemps avec la région Normandie sur ce sujet. Ça avance pas vite parce que c'est une grosse institution, mais ça avance dans le bon sens déjà, ce qui est positif. Ça me semble essentiel de justement réévoquer la complémentarité de tous ces dispositifs et de la manière dont ils peuvent enclencher d'autres choses. Je vais juste prendre un exemple. À l'heure actuelle, il y a une expérimentation qui se fait sur Dieppe, où un travailleur de l'ESAT qui avait une reconnaissance des acquis de l'expérience, en fait, compte tenu de ces éléments-là, et en étant passé devant un jury, est rentré directement en deuxième année de CAP. Donc, c'est montrer que, au travers de tous ces dispositifs, que ce soit la RSFP, la RAE, l'Open Badge, les personnes ont ces compétences qui leur permettent d'aller peut-être plus loin et puis de gravir des marches sans être obligé de passer systématiquement par ce qui est proposé à l'heure actuelle. C'est voilà, il faut aller sur le diplôme et ainsi de suite. Et ben lui, ça lui a permis d'avoir une équivalence sur la première année. Donc, il va faire son CAP que en un an, ce qui est plutôt une très bonne chose. Et ça rejoint ce que disait Madame Moujard sur le fait de si jamais on a quelque chose, à quel moment on peut le valoriser pour pouvoir accéder à autre chose et que ça ouvre d'autres portes. Donc, la région travaille sur ce sujet aussi
vu qu'ils sont en charge de la formation professionnelle, voilà, c'est franchement pas rapide parce que vous doutez bien que ça touche à plein de choses. Enfin, voilà, les certificateurs ne sont pas forcément super à l'aise avec cette question-là. Il y a eu tout un travail de fait au moment où il y avait eu des recommandations à faire sur la VAE. Pour ceux qui connaissent, la VAE aujourd'hui est en très grande difficulté et c'est certainement pas le moment de se reposer ces questions, mais en toute logique, effectivement, bien entendu, il faut des liens parce que les personnes, elles sont sur des territoires où il y a des choses diverses qui sont proposées dans des dispositifs. Si à chaque fois on les fait rentrer dans des silos et on fait comme si dans le silo précédent il s'était rien passé, c'est juste contre-productif et même pas économiquement viable. Enfin, voilà. Donc, que ce soit pour les personnes ou pour les financeurs de ces dispositifs, c'est pas cohérent. Mais mettre tout le monde d'accord, ça n'a jamais été simple. Donc on revient bien à l'objet de cette visio qui était de faire de la mise en réseau, hein, faire de l'interconnaissance. Et je pense qu'on va pouvoir clôturer sur ces mots puisque de plus en plus de gens se déconnectent. Voilà, ça devait arriver. C'est normal. C'est normal, on a dépassé d'une demi-heure, donc il faut pas s'en étonner, hein. On le saura pour l'avenir. Et puis, bah, les supports vous seront transmis et la visio devrait normalement pouvoir être montée pour être mise en ligne sur le site du Centre Ressources Aramis d'ici la fin novembre. Voilà. Et le livrable du PRIT vous sera diffusé Bien sûr. également et on le mettra aussi en hébergement sur le site d'Aramis en plus du site du PRIT. Voilà. Merci beaucoup voilà, Merci. à chacun des intervenants. Voilà, merci à nos trois intervenants et puis merci à tous de votre participation.